Pendant plusieurs années, j'ai arpenté les marais et les rivières de notre beau pays à la recherche d'un fantôme nocturne, d'une silhouette invisible, imprévisible. Cette créature inatteignable semble tout droit issue d'un mythe, d'une curiosité folklorique qui traverse les âges. Au fil des mois, cette quête m'a mené à la frontière entre zoologie et cryptozoologie, cette science des animaux qui existe peut-être ou peut-être pas. Il faut dire qu'il y a de quoi se poser la question, tant les centaines d'heures passées à sa recherche sont souvent vaines. Pourtant, ce fantôme existe réellement, et laisse de discrets indices à qui saura les observer. Rares sont ceux qui ont eu la chance de croiser son chemin, ne serait-ce qu'une fois. Et moi, je compte bien m'accrocher à ces précieux récits, en bravant la pluie, la nuit et l'ennui, pour réaliser l'un de mes rêves les plus fous, rencontrer et photographier la panthère des rivières. Cela fait un bout de temps que j'en rêve, sans trop savoir pourquoi. Peut-être est-ce sa bouille craquante qui se dévoile au crépuscule, ou à l'inverse ces meurtres d'impitoyables chasseuses sanguinaires sévissant dans la nuit noire. Peut-être est-ce son caractère insaisissable et sa rareté, qui donnerait à la rencontre un goût de trophée ultime, à l'instar d'autres grands prédateurs comme le lynx ou le loup. Sans doute un subtil mélange de tout ça. Pourtant, cette quête a bien failli ne jamais voir le jour. Il y a encore plus d'un siècle, la loutre d'Europe était encore abondante et présente à travers tout le pays. Pourtant, elle a été quasiment exterminée en quelques décennies, pour sa fourrure et à cause de la concurrence qu'elle représentait pour les pêcheurs. Dans les années 60, moins de 1000 loutres subsistaient alors, réfugiées au sein d'un nombre restreint de populations relictuelles. Heureusement, sa chasse est devenue interdite dès 1972 et l'espèce est strictement protégée depuis 1981. Aujourd'hui, la dynamique de ces populations est encourageante. La loutre d'Europe recolonise doucement certains bassins d'où elle avait disparu et reprend du poil de la bête à l'échelle nationale. Elle est toutefois devenue extrêmement farouche vis-à-vis de l'humain et reste rare et extrêmement difficile à observer. Je suis donc parti pour une aventure à durée indéterminée, aussi incertaine qu'excitante. Il va me falloir beaucoup de chance et je compte bien la provoquer. On est en fin d'hiver et aujourd'hui il fait super beau, donc c'est parfait pour commencer cette quête de la loutre d'Europe. J'ai les pieds complètement trempés, j'ai pas pu me garer aussi proche que ce que je voulais, donc là je dois marcher 1 ou 2 km dans l'eau et il y a bien 50 cm des fois, donc j'ai les pieds gelés. Ma quête commence donc ici, dans les marais charentais, entre ces canaux, ces prairies inondables et ces quelques boisements. Si je suis là, c'est parce que la loutre d'Europe revient peu à peu habiter la région, dans le plus grand des secrets. J'ai un peu galéré, mais je suis arrivé au canal que j'avais repéré. Donc on va se lancer dans la recherche d'indices de présence. Globalement, ça va être soit des traces de pas directement dans le sol s'il est assez meuble, ou alors des excréments sur les berges qu'on appelle épreintes chez la loutre. Et du coup, elles sont assez caractéristiques et si on en trouve, on pourra savoir ce qu'elle a mangé et surtout être sûr qu'elle est présente au moins sur ce canal. Avant de parler de ces crottes, regardons de plus près qui est la mystérieuse loutre d'Europe. Cette espèce appartient à l'ordre des carnivores, à la famille des mustélidés, qui comprend entre autres les blaireaux, les fouines ou encore les belettes. Malgré sa réputation de peluche toute mignonne, c'est une redoutable chasseuse pouvant dépasser une longueur de 1 mètre
évoluant dans l'eau avec une très grande agilité. Elle s'y nourrit essentiellement de poissons, d'amphibiens et d'écrevisses. Ce prédateur hors pair est solitaire et territorial. Un seul individu peut occuper un linéaire de plus de 20 km de cours d'eau. Elle occupe aujourd'hui une large partie du territoire métropolitain, avec une expansion régulière mais encore fragile. Malgré sa protection légale, elle reste menacée par les pollutions chimiques, la destruction des zones humides et les collisions routières fréquentes. Elle est de fait considérée comme quasi menacée en France. Du fait de la pression de chasse exercée par les humains jusque très récemment, elle est très farouche et strictement nocturne, ce qui rend son observation encore plus rare. Heureusement, certains indices trahissent sa présence. Ses empreintes sont caractéristiques. Elle possède 5 doigts palmés et dotés de griffes, laissant une belle marque de près de 10 cm au maximum. Ses crottes, appelées épreintes donc, sont aussi facilement reconnaissables à leur aspect brillant et glaireux, ainsi qu'à leur odeur de miel. C'est essentiellement là-dessus que je vais me baser. Je suis en train de continuer à longer toute la berge et je viens de tomber sur un petit chemin bien meuble avec de la terre et il y a pas mal de traces, c'est intéressant. Alors avec ici du renard, j'ai l'impression, la petite trace ici, pas mal de chevreuils et là des belles pattes à 5 doigts avec la griffe là. Celle-là elle est belle. Et ça ressemble bien à de la loutre. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller mettre des pièges photos et je vais les laisser une grosse semaine. Et on va espérer attraper quelque chose. Ça serait merveilleux. L'aventure vient tout juste de commencer et le marais a déjà eu raison d'une bonne partie de mon matériel. Dans mon malheur, j'ai tout de même réussi à récupérer l'ensemble des images filmées par mes 2 pièges. Elle existe bel et bien. Pour la toute première fois, j'entre en contact avec une loutre. Ces 5 secondes sont tout ce qu'elle m'a offert, mais je ressens une joie immense et une motivation décuplée. Bon, c'était assez exceptionnel. J'ai vraiment eu un ascenseur émotionnel quand j'ai récupéré les pièges inondés. Ça a failli coûter très cher dans tous les sens du terme. Et puis quand je me suis posé pour regarder les vidéos qui avaient été prises, c'était incroyable.
Du coup, j'ai décidé que j'allais continuer à chercher sur ce premier endroit. Et l'idée maintenant, ça va être un peu d'affiner la zone de recherche. Parce que le canal, il fait plusieurs dizaines de kilomètres. Donc là au moins, c'est encourageant. On sait que la loutre est présente. Et ça fait plaisir. Rapidement, je me retrouve coincé par les prairies inondées. Je n'ai pas d'autre choix que de traverser ces étendues glacées à la recherche de nouveaux indices de présence du fantôme de ces marais. Après une bonne journée de marche et de pieds mouillés, j'ai trouvé un endroit propice à l'installation des pièges. Je rentre me sécher à la maison et j'ai hâte de venir les relever. Aujourd'hui on est sous la pluie, les pièges à l'autre endroit ont donné des trucs sympas, mais au final pas beaucoup de passages de loutre et surtout j'ai pas trouvé une seule crotte, donc ça m'inquiète un peu par rapport à l'abondance. Donc aujourd'hui je vais essayer de prospecter ce deuxième endroit qui est beaucoup plus sauvage. Et là on a toute cette petite rivière qui passe dans la forêt, qui est pas facile d'accès, mais ça m'a l'air vraiment propice. Donc on va chercher des empreintes et des épreintes. Vu les conditions, je ne m'éternise pas sur ce nouveau site. Ce n'est pas évident de longer le cours d'eau avec cette végétation dense, et la pluie efface les indices de présence. Bon, il pleut énormément. Je vais poser les pièges vite fait et tout ranger là. Et je vais les mettre sur des souches qui sont en plein milieu et qui, je pense, sont des bons endroits pour la loutre pour sortir de l'eau et faire la toilette ou faire les épreintes. Donc on verra ce que ça donne. La voici de nouveau. Elle m'offre cette fois 3 passages devant les caméras en une semaine, et ils sont tous très furtifs. La zone semble meilleure pour chercher la loutre, mais je vais devoir affiner encore le secteur. Là, je viens à peine d'arriver, je suis même pas encore dans la zone où je cherche d'habitude. Et j'ai trouvé ces belles traces, il y en a au moins 3. Elles sont sur un chemin où il y a pas mal de passages. Donc la zone a vraiment l'air sympa. Aujourd'hui, il fait beau, c'est plus confortable. Je décide de remettre un de mes pièges au niveau du tronc où la loutre est passée plusieurs fois, pour mieux cerner la fréquence de ses passages. Pour le second, je repars en quête de nouveaux indices. Après pas mal de marches et une progression assez lente au milieu des bois et de l'eau,
je tombe sur ce petit barrage artificiel, propice au marquage olfactif pour les loutres. Et ça ne manque pas. Plusieurs rochers ont été marqués de belles épreintes. Avec leur douce odeur de miel, pas de doute sur le propriétaire de ces crottes. C'est ici que je vais mettre mon second piège. À cet endroit, le fantôme des marais m'offre de nombreux passages, fréquents, réguliers et moins furtifs. Mais si je souhaite le voir de mes propres yeux, je dois encore travailler. Je prends la décision de disposer l'ensemble de mes pièges sur ce secteur pour une plus longue durée. Et les résultats vont être extraordinaires. Le printemps est bien là. Les images que j'ai obtenues ce mois-ci sont de loin les meilleures jusqu'à maintenant, et le mâle que l'on voit sur les vidéos passe régulièrement. Je suis sans conteste sur son territoire. Pendant plusieurs semaines, je continue d'arpenter le secteur pour cerner au mieux les habitudes de cet individu. Désormais, je sais que la loutre est réelle, qu'elle est peut-être proche de moi à chaque instant, et les résultats récents sont tellement motivants. Mon rêve semble si accessible, et pourtant si lointain tant cette créature est cryptique et discrète. Je reste motivé et continue de trouver de nouveaux indices. J'ai suivi un autre canal qui partait perpendiculaire à celui qu'on a suivi jusqu'à maintenant. Et là, je viens de voir un tronc qui est en plein milieu de l'eau. Et je suis un peu loin, mais j'ai l'impression que dessus, il y a des restes de repas. Le problème, c'est qu'il faudrait que j'aille en face pour voir ça de plus près. Mais il n'y a aucun passage, alors pour l'instant, je vais continuer. Essayer de traverser comme je peux et me rapprocher pour voir ce que c'est. Bon, j'ai pas encore eu le temps de traverser. Et là, je croise un passage. J'ai jamais vu autant d'empreintes de loutres au même endroit. C'est une autoroute, c'est incroyable. Elles sont toutes fraîches.
et il y a des centaines de traces. Ça c'est très bon, je pense que je vais mettre un piège ici déjà. Voilà, je suis en face du canal, je suis arrivé au niveau du tronc que je voulais voir de plus près. Et effectivement, on peut voir qu'il y a vraiment pas mal d'épreintes qui sont assez fraîches, des assez grosses. Là, j'en compte au moins 1, 2, 3, 4, 5. Là, je vais vraiment mettre un piège sur ce tronc. Et si elle passe, ça peut vraiment être un bel endroit pour l'observer. Malgré mon espoir et ses belles observations, la loutre ne se montrera que très peu cette fois-là. Un seul passage rapide en 10 jours, alors que l'un de mes pièges cible précisément l'autoroute à loutre que j'avais repérée de manière formelle. Le mois qui suit est un peu similaire. Beaucoup de temps et d'énergie consacrés à traquer ce fantôme, sans résultat probant, encore moins qu'au tout début de la quête. Je persévère, mais ça semble de plus en plus difficile. Je change alors de stratégie et décide de disposer mes 3 nouveaux pièges dans un secteur très restreint et sur une période beaucoup plus longue. Juillet et août m'ont permis d'observer le mâle que je traque à plusieurs reprises et de trouver une grande quantité de traces de son passage régulier. C'est donc à la fin de l'été, après quasiment 6 mois de quête, que j'attaque mes premiers affûts avec toujours le même rêve, voir la loutre d'Europe de mes propres yeux et pourquoi pas la photographier. Bien équipé, je retourne sur la rivière que je connais par cœur. J'ai rendez-vous avec la panthère des rivières. Pendant un long mois, j'enchaîne les affûts, mais la loutre ne se présente pas. Le temps passe lentement, et mon espoir s'amenuise un petit peu à chaque nouvelle session. La nuit tombe de plus en plus tôt, l'année se termine bientôt, et le fantôme m'échappe. Cet hiver m'a semblé interminable. Entre le travail et la météo, les occasions de poursuivre ma quête ont été rares. Enfin, je suis de retour dans la nature, à plein temps. On retourne sur le terrain, sur un endroit que je connaissais pas du tout, qui est vraiment super sympa et super calme. Et j'ai déjà vu. Le printemps m'a offert de belles observations. Plein de détermination, je repars à la recherche du moindre indice dans ce grand emboisement. Ce coin sauvage est superbe. J'y ai observé de nombreux indices de présence de la loutre. Ok, là pareil, il y a plein d'empreintes super fraîches sur ce tout petit banc de sable. Et juste à côté là, il y a encore une empreinte. Donc je vais mettre un autre piège ici, et puis mon troisième juste à côté.
Pendant plusieurs mois encore, j'arpente les méandres de cette rivière au cours encore assez préservé et étonnamment sauvage. Les indices se multiplient. Le fantôme de ce cours d'eau exploite ces petites plages pour marquer son territoire, pour indiquer aux autres qu'ici, nous sommes chez lui. Et je l'ai bien compris. Reste maintenant à savoir qui est le propriétaire des lieux. Et pour ça, quoi de mieux qu'un bon vieux piège photo ? Au milieu de toute cette vie, et pour la première fois, une loutre et son loutron. Ça fait 1 an et demi que je traque la panthère des rivières, avec de beaux résultats certes, mais surtout l'impression que ce jeu de cache-cache est infini, qu'il est vain de s'obstiner à voir l'invisible, à saisir l'insaisissable. Du moins, jusqu'à cette nuit d'automne. Je n'ai pas filmé plus. Cette nuit-là, alors que je travaille toute la nuit, la loutre m'a surpris alors que je ne la cherchais même pas. C'est à la fois le comble et le charme de cette passion, si riche en émotions et en frustrations. Évidemment, je n'avais que mon téléphone sous la main. Après bientôt 2 ans de quête, j'ai vu la loutre d'Europe de mes propres yeux. J'ai réalisé mon rêve. En fait, non. Je peux faire mieux. Quasiment 2 années, presque 24 mois, plus de 600 jours à penser chaque jour à la loutre d'Europe, à partir à sa recherche dès que j'en ai l'occasion. Une belle quête riche en émotions qui m'a emmené au plus profond des marais, des prairies et des rivières inconnues, pourtant si proches de chez moi. Entre les larmes de joie à chaque nouvelle image et le désespoir des affûts répétés et interminables, c'est finalement lui, ce fantôme qui s'est fait tant désirer, qui est venu me chercher au cœur de la nuit noire. Ma passion naturaliste est assouvie, j'ai vu l'animal de mes rêves. Mais ma passion photographique reste sur sa fin. C'est aussi l'égoïsme de l'humain, et ici le mien. Je veux photographier la panthère des rivières. Et pour ça,
j'ai peut-être une idée. Dans le grand nord européen, loin des grandes villes et des dérangements humains, à plusieurs milliers de kilomètres de la France, il est une terre où la loutre n'a jamais frôlé l'extinction, où ses densités sont plus grandes que nulle part ailleurs dans le monde. Une terre sauvage, pure, entre les mers déchaînées, les étendues démesurées et les versants abrupts. Bienvenue en Écosse. Pour la première fois, je ne suis pas seul. Bonjour. Cette personne qui sèche mes vêtements, ce n'est pas juste mon sèche-linge. C'est avant tout un grand ami avec qui j'ai partagé ce périple, au plus profond de l'Écosse. Un voyage sur près de 5000 km à la recherche de la faune des îles du nord de l'Europe. Avec Malo, nous partons donc sur les traces de la panthère des rivières. Extraordinaire, incroyable. Bon, la première nuit est passée. Ce matin, il fait très beau. Mais on s'est pris un déluge toute la nuit et les affaires sont complètement trempées. C'est horrible. Il y a un nombre de moucherons infini. C'est vraiment un enfer. À ce moment-là, on est ici, sur l'île de Skye. On y fait une pause de 3 jours avant de continuer l'expédition, encore bien plus au nord. Une belle occasion pour profiter des merveilles écossaises. Après ces quelques jours aussi intenses que sublimes, il faut se reconcentrer. Même ici, observer la loutre d'Europe n'est pas si évident. J'ai passé énormément de temps à travailler sur cette loutre écossaise, sur son écologie, ses particularités, pour préparer au mieux l'ultime voyage et réaliser mon rêve. On entame donc une traversée de l'Écosse d'ouest en est, à travers de somptueux paysages. L'objectif est de rallier la ville portuaire d'Aberdeen pour embarquer sur un ferry naviguant sur la mer du Nord. Une fois à bord, on est donc parti pour une traversée nocturne de 13 heures. 13 heures plein nord, pour rejoindre l'archipel des Shetland. Et voilà, après 12 heures de traversée de la mer du Nord, on a posé le pied sur les Shetland, enfin. Et ça a été une traversée quand même assez mouvementée. Ouais, enfin c'était des conditions quand même assez difficiles. Mais on a réussi, on n'a pas très bien dormi. Pas très bien mangé non plus. Mais on est là, grâce à ce beau bateau. Mais on n'est pas arrivé tout au bout du périple. Ouais. Parce que la destination finale, c'est une île encore plus au nord. On va devoir reprendre un petit ferry, direction Yell, l'île de Yell.
Voilà, après 5 jours de périple depuis la France, on est enfin sur l'île de Yell. Ça sera notre maison, c'est ici qu'on va passer les 4 prochains jours. Et on va se mettre à fond à la recherche de la loutre d'Europe. Nous sommes enfin sur l'île de Yell. Cette île britannique est très peu peuplée et incroyablement préservée. Elle accueille une biodiversité incroyable, au cœur de ces espaces immenses à perte de vue. Ici, la loutre prospère. Elle n'a jamais frôlé l'extinction et possède la particularité d'y être moins nocturne, selon des effectifs inimaginables en France. Elle apprécie largement l'océan et les eaux salées pour se nourrir. Ces plages et falaises auront donc toute mon attention ces prochains jours. Il est grand temps de partir prospecter ces paysages pour traquer notre panthère dans un tout nouvel environnement. Les zones propices à la présence de la loutre sont très nombreuses. Il va nous falloir parcourir l'île dans ses moindres recoins. Les plages, les versants minéraux et les cours d'eau ne manquent pas. Pour commencer, nous nous attardons sur cette plage très encaissée à l'intérieur des terres, où le vent souffle un peu moins et où l'eau est plus calme. On attaque donc une discrète session d'observation avant de s'avancer sur la plage. C'est là que je trouve le premier indice, une épreinte. Puis tout va s'accélérer. Alors que l'on s'est posé discrètement pour observer, les premiers animaux arrivent rapidement. Soudain, une créature brise le calme de la surface et attire nos regards. Un phoque. À plusieurs reprises, ceux-ci vont nous jouer des tours. Nous leurrer par leur touchante curiosité et leurs têtes qui apparaissent de manière un peu aléatoire. Et puis, ça y est. Depuis la toute première fois que j'ai allumé cette caméra, il s'est écoulé presque 3 ans. 3 ans de rêves, d'espoir, de hauts et de bas, qui m'ont fait voyager dans tous les sens du terme. 3 ans qui m'ont mené jusque sur cette plage sauvage du bout du monde. Et comme on dit, à courir après des fantômes, on finit par y croire. Et j'ai bien fait d'y croire, car la forme que je distingue dans l'eau, c'est la panthère des rivières.